John Wayne Gacy est l'un des pires tueurs en série que les États-Unis aient connu, avec 33 crimes reconnus à son actif. Il se déguisait en clown la journée pour amuser les enfants dans les hôpitaux et la nuit, il éliminait des adolescents. Voici l'histoire de John Wayne Gacy. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux affaires criminelles. Aujourd'hui est la première vidéo de ce mois d'Halloween et je me suis dit qu'à chaque vidéo de ce mois, j'allais faire un maquillage Halloween. Et ce maquillage justement est dans le thème car on m'a proposé il y a quelques temps déjà de parler de l'affaire de John Wayne Gacy qui aurait inspiré le roman Ça, comme le dit le commentaire sous la vidéo qui traitait de l'affaire de Aileen Wuornos. Mais je tiens à préciser au passage que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, John Wayne Gacy n'a jamais inspiré Stephen King pour écrire son roman Ça. En fait, il n'a jamais dit qu'il s'en était inspiré, mais il a surtout expliqué comment il a eu l'idée d'écrire ça et pourquoi il a choisi un clown. Et en effet, quand on lit ce qu'il a dit, du coup, John Wayne Gacy, en fait, ça l'a jamais inspiré pour écrire ça. Voilà. Avant d'écrire ce script, je le pensais aussi, mais du coup, je me suis quand même renseignée et tout pour pas dire de bêtises et c'est là que j'ai compris qu'en effet, il s'en était jamais inspiré. Bref, en tout cas, je me suis dit que je gardais cette affaire pour la période d'Halloween, puisque le tueur était connu pour aimer se déguiser en clown, peindre des clowns, etc., etc. Donc je préviens les personnes coulrophobes, c'est-à-dire ceux qui ont la phobie des clowns, je ne vous conseille pas de rester sur cette vidéo-là, puisque à des moments, je vais mettre des photos du coup de John Wayne Gacy déguisé et maquillé en clown. Bref, j'ai emprunté 3 livres pour écrire le script de cette vidéo. En fait, je les ai pas en physique comme la dernière fois avec Joseph Fritzl, parce que du coup, je me suis pris l'abonnement Kindle sur Amazon, comme ça c'est plus pratique et tout. Donc, ils sont dans le lien en bio de cette vidéo, enfin dans le lien de la description de cette vidéo si vous voulez les retrouver. Mais voilà, je préfère le préciser. Bref, on va pas parler plus longtemps et on va tout de suite attaquer cette longue affaire. John Wayne Gacy Jr. est né le 17 mars 1942 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis d'Amérique. Il est l'enfant du milieu de John Stanley Gacy, d'origine polonaise, né en 1900, et de Marion Helen Robinson, d'origine danoise, née en 1908, qui se sont mariés en 1938. Lorsque Marion a accouché de Gacy, il aurait eu une certaine privation d'oxygène et serait né bleu. C'était un enfant qui aimait tendre la main, comme laver les vitres ou tondre la pelouse d'un voisin. Il était adoré par sa mère et ses 2 sœurs Karen et Joanne. Il les aidait à laver le linge par exemple, ce qui n'était pas du goût de son père qui considérait cette tâche comme des travaux ménagers de femmes. Son père lui buvait beaucoup et avait l'alcool violent, alors que lorsqu'il était sobre, il était justement quelqu'un de très gentil. Gacy d'ailleurs comparait son père à Dr Jekyll et Mr Hyde. Jekyll était son père sobre et Hyde son père alcoolisé. Il le rabaissait régulièrement en lui disant que c'était un enfant stupide, que c'était un bon à rien, et lorsque Gacy faisait une bêtise même minime, il le battait. Son père passait beaucoup de temps à la cave et seul lui pouvait s'y rendre, ce qui me rappelle un peu du coup l'histoire de la vidéo précédente concernant Joseph Fritzl. Donc si vous l'avez pas vu, allez juste ici. Bref, Gacy ne se considérait pas comme un enfant ordinaire. Dès le plus jeune âge, il était pas comme les autres garçons de son âge qui aimaient le sport, etc., ce genre de choses. Lui n'aimait pas ça, il était plus attiré par tout ce qui était fleurs ou les petits trucs créatifs, etc. Mais il essayait d'être de plus en plus masculin pour gagner la confiance de son père, mais malgré ça, son père continuait de le rabaisser. Gacy avait déjà porté les sous-vêtements de sa mère et il avait tendance à les cacher dans un sac sous le porche où il s'amusait, mais sa mère un jour tomba sur ce sac et du coup, pour un peu le punir, il le fit porter une culotte qui se trouvait dans le sac justement pour l'embarrasser. Et lorsque son père en a entendu parler, il l'a battu. Lorsque Gacy avait 8 ans, un ami de ses parents l'aurait abusé intimement. Donc maintenant, je vais faire gaffe aux mots que j'emploie quand je fais des vidéos parce que YouTube, elle a pas aimé ça dans certaines de mes vidéos. Bref,
À 11 ans, Gacy jouait avec d'autres enfants au parc à côté des balançoires lorsque l'une d'entre elles l'a frappé à la tête et le fit perdre connaissance. Durant 2 à 3 semaines qui ont suivi, il avait du mal à prononcer certains mots et à former des phrases. Cette mésaventure lui a causé un caillot dans le sang dans le cerveau qui a été détecté à ses 16 ans lorsqu'il commençait justement à avoir des vertiges. Après la prise de médicaments, son caillot a été dissous. Gacy a passé près d'1 an dans des hôpitaux entre ses 14 et 18 ans dû à une maladie cardiaque, à ses évanouissements répétés quand il avait du coup son caillot dans le cerveau, mais également à une appendice qui avait éclaté. Gacy avait abandonné ses études et a quitté la maison familiale pour aller à Las Vegas, où il a trouvé un travail à temps partiel en tant que concierge et faisait également le ménage dans une morgue, puis il retourne auprès de sa famille quelques mois après. Il s'inscrit à Northwestern Business College et obtient son diplôme. Après l'obtention de son diplôme, il a occupé divers emplois à Chicago jusqu'à devenir directeur du point de vente au détail de vêtements pour hommes Roberts Brothers. J'essaie de le faire en anglais mais bon. À Springfield où il va rencontrer sa femme Marilyn Myers qui était sa collègue. Ils se sont mariés en septembre 1964 et ont emménagé ensemble dans la maison des parents de Marilyn à Waterloo dans l'Iowa. Une fois installé dans l'Iowa, Gacy a rejoint ensuite les Jaycees, qui est la chambre des commerces des États-Unis, où il devient vice-président ainsi que l'homme exceptionnel de l'année en 1965. Je ne pense pas qu'il pourra être considéré comme tel dans les années à venir. Il y a un truc d'ailleurs que Gacy aimait bien faire d'après les mots de sa femme, c'est qu'il aimait bien aller à des enterrements d'inconnus. Voilà, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. En 1966, Gacy et Marilyn ont eu leur premier enfant du nom de Michael, puis une fille en 67 du nom de Christine. Des voisins d'ailleurs de la famille ont rapporté que Gacy était un père dévoué. Le beau-père de Gacy lui a trouvé un emploi chez Kentucky Fried Chicken à Waterloo. Mot très long pour dire KFC. Il arrivera jusqu'au poste de manager et il insistait pour que tout le monde l'appelle colonel. Il aménagera la cave de sa maison en un endroit convivial pour les jeunes qu'il employait dans son restaurant en y mettant un billard, une télévision, etc. C'est lors de cette période que de plus en plus de personnes remarquent une certaine attirance de Gacy pour les jeunes garçons car il était très proche d'eux spécifiquement. Malheureusement, pas pour de bonnes raisons. Il avait tendance à faire des avances intimes à ses adolescents qu'il employait, mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas très réceptifs, alors Gacy faisait genre « Ah mais non, je rigole ». Durant l'été 67, Edward Lynch, son employé de 16 ans, se renda à la cave de Gacy pour regarder un film. Et lors de la diffusion du film, Gacy devient de plus en plus tactile avec Edward qui le repoussa, ce qui n'a pas plu à Gacy qui sortit un couteau et tente de l'obliger à rentrer dans sa chambre. Edward essaye de maîtriser Gacy et finit coupé au bras. Gacy s'excuse de suite et met un bandage sur sa blessure et l'a convaincu de revenir voir le film avec lui. Au bout d'un moment, Gacy dit à Edward « Laisse-moi essayer quelque chose », prétextant vouloir faire un tour de magie et a enchaîné les mains de Edward derrière son dos. Il s'est ensuite déplacé derrière Lynch, l'a forcé à s'asseoir sur un matelas à proximité et l'a étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors que Lynch était allongé, Gacy l'a roulé sur le côté et lui a débloqué les mains, paniqué de penser qu'il était peut-être quick. Lorsque Lynch a repris conscience, il s'est levé et Gacy lui a dit « Ça va ?» Puis, à la demande de Edward, Gacy l'a ramené chez lui. Après cet événement, Gacy licenciera Edward et celui-ci portera plainte contre Gacy à la police. Malheureusement, la police se mettra du côté de Gacy qui croyait en l'histoire de la vengeance de l'employé qui raconte n'importe quoi après, comme par hasard, s'être fait virer que Gacy leur avait raconté. L'affaire sera malheureusement classée sans suite. En août 1967, Gacy invite son autre jeune employé de 15 ans, Donald Voorhees Jr. Alors, je suis pas sûre de la prononciation, mais bon. Fils d'un ami politicien qui était venu voir Gacy pour regarder un film pour adultes. Et Gacy lui a dit «
tu dois avoir des relations intimes avec des hommes avant d'avoir des relations intimes avec des femmes. Et Gacy lui attacha les mains et l'a forcé à gloup gloup sa banana. Alors, je vous ai dit que j'allais essayer de faire attention à tous les mots que j'emploie pour pas que YouTube me déteste trop, mais je pense que vous avez compris ce que je viens de dire. Malheureusement, il abusera assez régulièrement et lui donnait 50 $ en échange pour acheter son silence. Il aura également d'autres rapports avec d'autres adolescents et leur donnait aussi 50 $. Il leur faisait croire que c'est qu'il était chargé de faire des expériences homosexuelles pour la recherche scientifique. Toujours en 1967, il abusera Mark Miller. Mark travaillait également dans un KFC dirigé par Gacy et un soir où il débauchait, Gacy lui a proposé de l'amener chez lui, à savoir la maison était vide puisque sa femme Marilyn était encore à l'hôpital pour donner naissance à leur deuxième enfant. Une fois rendu au domicile du couple, Gacy donna du whisky à Mark et on regardait ensemble un film pour adultes. Puis Gacy s'est mis à l'étouffer jusqu'à ce qu'il tombe presque inconscient, puis l'a purple violemment. Lorsque l'adolescent s'est réveillé, Gacy s'est excusé et l'a ramené chez lui et ensuite l'a viré de son travail quelques jours plus tard. Mark ira voir la police et Gacy sera interrogé. Il dira pour sa défense que c'était consenti et que c'était contre de l'argent. Et il disait aussi que c'était un plan des Jaycees qui s'opposait au fait que Gacy devienne le président de la section locale. Voilà. Malheureusement, l'affaire sera classée sans suite puisque les policiers l'ont cru. Heureusement, Donald a enfin eu le courage d'en parler à son père en mars 1968 et son père en a immédiatement informé la police. Gacy sera alors arrêté et passera au détecteur de mensonges qui, celui-ci, indiquera que Gacy mentait lorsqu'il parlait des relations qu'il avait avec Donald. Mais pourtant, il a continué à nier. Et il est passé du coup une deuxième fois au détecteur de mensonges et même résultat. Après quoi, il a admis avoir eu des relations avec Donald, mais a affirmé que c'était consenti avec échange d'argent. En attendant son procès, Gacy a donné 10 $ plus 300 $ supplémentaires pour une voiture de location à Russell Schroeder, un homme de 18 ans, pour attaquer Donald pour qu'il ne témoigne pas au procès. Alors le 30 août 68, Russell persuada Donald de monter dans la voiture louée et l'amena dans les bois. Il lui gaza les yeux avec une bombe au poivre et il l'a roué de coups. Donald réussit à casser le nez de Russell en se défendant et réussit à s'échapper. Il préviendra la police qui retrouvera Russell et l'arrêteront. Il sera interrogé et il avouera de suite que c'est Gacy qui l'avait embauché pour tabasser Donald. Le juge a ordonné à Gacy de subir des tests psychiatriques et le diagnostic est tombé. Gacy est sain d'esprit, mais est asocial ou plus précisément sociopathe, qu'il ne pouvait pas être guéri par aucun traitement médical connu. Après son évaluation, Gacy a plaidé coupable de l'agression envers Donald Voorhees et le 7 novembre 1968, âgé alors de 26 ans, il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement dans la prison d'État de l'Iowa. Cet emprisonnement a eu pour conséquence la demande de divorce de sa femme, choquée d'apprendre du coup les actes que son mari avait commis. En prison, Gacy travaillait dans les cuisines et se déguisait en Père Noël pendant les vacances. En mars 1970, il a subi une nouvelle évaluation psychiatrique et un des psychiatres a déclaré qu'il avait une personnalité passive, agressive et il a recommandé qu'il soit libéré sur parole car il a dit la probabilité qu'il soit à nouveau reconnu coupable de comportement antisociable semblait faible. Mais un autre psychiatre a eu un avis contraire en disant que Gacy était un prédateur, qu'il présentait un risque futur possible. À votre avis, qui avait raison ? Voilà. Malheureusement, la commission des libérations conditionnelles s'est rangée du côté du premier psychiatre. Gacy obtiendra alors la libération conditionnelle et sortira le 18 octobre 1970 après avoir passé seulement 21 mois en prison. Vous vous rendez compte, il a été condamné à 10 ans et il a fait moins de 2 ans. Donc en gros, il a fait 1/5 de sa peine. Après avoir retrouvé la liberté, il ne restera pas à Waterloo, mais retournera à Chicago pour s'occuper de sa mère malade. Il veut commencer une nouvelle vie et ne parle à personne de son séjour en prison. Il voulait également améliorer ses relations avec son père, mais celui-ci est décédé le jour de Noël 1969, soit quelques mois avant la libération de son fils. Suite à ce décès, Gacy plongera dans une dépression.
À Chicago, Gacy deviendra cuisinier dans un restaurant grâce à un ami de la famille. Il a essayé d'obtenir des droits de visite pour ses enfants, mais son ex-femme n'a jamais répondu à ses lettres, ce qui le rendra fou, et Gacy a envoyé une dernière lettre en lui disant qu'il ne voulait plus jamais les revoir, et il les a considérés comme morts tous les trois. 4 mois plus tard, Gacy a acheté une maison dans la banlieue de Chicago qu'il partageait avec sa mère. Gacy avait une moitié de la maison et sa mère l'autre moitié au 8213 West Summerdale, avenue de Northwood Park, c'est long, qui deviendra le cimetière de Gacy. Il y avait des adolescents fugueurs et sans-abri qui se retrouvaient régulièrement à la gare routière voisine sans avoir nulle part où aller. Et bien évidemment, Gacy a sauté sur l'occasion en se faisant passer pour un homme gentil qui leur offre un toit sur la tête. Il ramènera donc un de ses adolescents chez lui et essaya de forcer l'adolescent à gloup gloup sa banana. Il portera plainte contre Gacy le 12 février 1971, mais ne se présentera pas à la conférence préparatoire au procès et toutes les accusations ont donc été abandonnées. Gacy aurait pu être inculpé si les autorités avaient vérifié le casier judiciaire de Gacy. Mais bon. En mai 1971, Gacy a renoué contact avec Carol Hoff. Alors je sais pas comment ça se prononce, c'est H-O-F-F. Une mère divorcée avec 2 enfants avec qui il était sorti lorsqu'il était à l'université et commença petit à petit à reprendre contact avec elle, puis finissent par se mettre ensemble et emménagent même ensemble au domicile de Gacy. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1972 vers minuit, Gacy voulait ramener sa mère à la maison mais elle a refusé pour rester un peu plus longtemps à sa soirée et finira par dormir chez sa sœur. Gacy se retrouve alors seul dans les rues de Chicago à la recherche de compagnie et il tombe sur un jeune de 16 ans nommé Timothy McCoy à la gare routière. Celui-ci rentrait chez lui après avoir passé les fêtes de fin d'année avec des amis dans le Michigan et devait prendre le bus pour se rendre chez son père à Omaha dans le Nebraska. Mais le bus est à midi. Gacy lui propose alors de lui faire visiter la ville, puis ensuite lui propose de passer la nuit chez lui et qu'il l'emmènerait à la gare à l'heure. Ensemble, ils se saoulent et ont des relations intimes, puis s'endorment. Au petit matin, John se réveille et voit McCoy avec un couteau de cuisine à la main à l'entrée de sa chambre. Gacy, se sentant menacé, saute sur McCoy, lui tord le bras pour qu'il lâche le couteau, claqua ensuite sa tête contre le mur puis lui donna un coup de pied contre l'armoire. Gacy s'approche de McCoy qui est complètement terrifié et donc McCoy lui inflige un coup de pied dans le ventre, ce qui va davantage énerver Gacy qui crie « Motherfucker, I'll kill you ». Donc motherfucker, je vais te quick. On va éviter de traduire toutes les insultes. Il a ensuite plaqué au sol et lui a infligé plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Gacy est ensuite parti nettoyer le couteau dans la salle de bain pendant que McCoy était en train d'agoniser. Gacy serait alors entré dans la cuisine et aurait remarqué que le petit déjeuner avait été préparé par McCoy. Gacy déclara d'ailleurs plus tard qu'après son premier kill, il s'était senti totalement épuisé, mais que lorsqu'il entendait les gémissements que McCoy faisait quand il agonisait, Gacy avait alors ressenti un orgasme abrutissant. Et toujours d'après ses mots, il a dit « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la mort était le frisson ultime ». Il a ensuite jeté le corps de sa victime dans le vide sanitaire donc qui se trouve sous sa maison par une trappe. Quelques mois après, Gacy a pris un jeune de 24 ans dans sa voiture en se faisant passer pour un officier de police du comté et qu'il était en état d'arrestation. Gacy l'a ensuite conduit dans un immeuble de Northbrook dans lequel il lui a dit que s'il gloup gloup sa banana, il pourrait partir librement. Mais le jeune a refusé, alors Gacy s'est jeté sur lui et a commencé à le frapper. Et le jeune a réussi heureusement à s'échapper jusqu'à une station-service et ira ensuite à la police. Gacy sera alors interrogé et il leur expliquera que c'est le jeune homme qui l'avait menacé et essayé de lui voler son argent. La police a alors fouillé le jeune homme et ont en effet retrouvé sur lui de l'argent que Gacy avait bien sûr préalablement glissé sur le jeune homme. La police abandonnera donc les charges. Le 1er juillet 1972, Gacy et Carol se marient et la mère de Gacy du coup quittera la maison pour aller s'installer dans un appartement pour les laisser du coup dans ce qui est à présent leur chez eux en compagnie des enfants de Carol.
Gacy donnait vraiment l'image d'un homme gentil, charmant, chaleureux et généreux. Il était apprécié de ses voisins et était particulièrement proche des Grétsa, avec qui il faisait souvent des barbecues et autres. Mais malgré l'amitié que portaient les voisins ou même les amis et familles des Gacy, il n'aimait pas particulièrement se rendre chez eux à cause de la puanteur qui émanait de la maison. Petit rappel, il y a un corps qui se décompose dessous. Lily Grétsa, leur voisine, avait même émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être un rat mort sous les planches de la maison et donc conseillé à Gacy de jeter un coup d'œil. Mais lui insistait sur le fait que l'odeur provenait de la moisissure causée par l'humidité dans le vide sanitaire. En 1974, Gacy a ouvert sa propre entreprise autour de la peinture, la décoration et l'entretien qui s'appelle Painting, Decorating and Maintenance. Bon, en fait, c'était juste traduit en anglais. Et les personnes qui l'employaient étaient des adolescents. Et pour se justifier de ce type d'employé, il disait à ses amis qu'il préférait travailler avec des jeunes car il pouvait les payer moins que les adultes et donc augmenter sa marge bénéficiaire. En janvier 1974, Gacy commettra son deuxième kill, soit 2 ans après le premier. Celui-ci sera étranglé et placé dans un des placards de Gacy avant de l'enterrer lui aussi dans son vide sanitaire. Il a déclaré plus tard qu'il y avait des fluides corporels qui s'échappaient de la bouche et du nez de la victime, ce qui avait taché son tapis, et que donc par conséquent, Gacy mettra soit des chiffons, soit les propres sous-vêtements des victimes dans leur bouche pour justement éviter que ça se reproduise. Malheureusement, sa deuxième victime ne sera jamais identifiée. Gacy était soucieux de sa réputation, il a décidé du coup d'entrer en politique et il fallait du coup qu'il soit vu lors d'événements communautaires et de projets bénévoles. Et c'est à cette période-là qu'il a commencé à se déguiser en Pogo le clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux locaux. Bon, bien sûr, bénévolement, faut bien se faire voir. Et en 1975, Gacy devient alors le secrétaire trésorier du comté. Malgré maintenant cette réputation acquérie, Gacy reste toujours égal à lui-même et il essaya de séduire des jeunes employés et tentera également avec Johnny Butkovich, 18 ans, qui aimait particulièrement les voitures et adorait faire des courses de voitures avec sa Dodge 1968, ce qui était du coup un passe-temps plutôt coûteux. Et c'est pour ça qu'il commença à travailler pour l'entreprise de Gacy en repeignant principalement des maisons. Tout se passait bien avec Gacy jusqu'à ce que Gacy refuse de lui payer 2 semaines de travail. Le 31 juillet 1975, Johnny se rend du coup chez Gacy avec 2 de ses amis pour lui réclamer l'argent qu'il lui doit, mais celui-ci refuse de le payer. Et s'ensuit une altercation dans laquelle Johnny menace Gacy de dire aux autorités locales qu'il ne payait pas d'impôts commerciaux et empochait du coup tous les bénéfices. Johnny et ses amis ont compris qu'ils ne pouvaient pas obtenir quoi que ce soit de Gacy et du coup ont décidé de repartir. Seulement la nuit, Johnny et Gacy se croisent, sauf que cette fois, Johnny est seul. Donc Gacy en profite pour s'excuser et l'inviter à venir chez lui pour en discuter plus calmement. Une fois rendu chez lui, il offre à boire à l'adolescent et lui propose de lui montrer un tour de magie qu'il a appelé le tour de menottes de Pogo le clown, en lui expliquant que les menottes pouvaient toujours être enlevées, mais pour ça, il fallait qu'il menotte Johnny pour lui expliquer comment ça fonctionne. Et une fois l'adolescent menotté, c'en est fini pour lui. Dans un premier temps, Gacy lui dit qu'il ne lui enlèvera pas les menottes tant qu'il ne se sera pas agenouillé devant lui pour lui demander pardon et qu'il devra à l'avenir plus jamais lui réclamer de l'argent. Johnny, complètement paniqué et en larmes, lui promet. Malheureusement, ce n'était pas le plan de Gacy qui se met à le purple et à le forcer à gloup gloup sa banana. Et une fois l'acte terminé, Gacy étrangle sa victime à l'aide d'une corde. Il mettra ensuite son corps dans son garage puis a recouvert son corps de ciment. Les parents du jeune l'ont recherché partout et ont prévenu la police qui interrogeront Gacy, mais n'ayant pas de preuves incriminantes, ils l'ont relâché et en ont conclu que Johnny a dû simplement fuguer. Gacy maintenant cache de moins en moins son homosexualité et sa femme s'en rend de plus en plus compte. Leur couple fonctionne de moins en moins, au point qu'il n'ait plus de relations intimes et son humeur également était très changeante. Il pouvait être très charmant et l'instant d'après être en colère à jeter des objets. Gacy n'était pas souvent à la maison non plus et passait son temps dans le garage avec des adolescents. Carol également trouvera des magazines du coup dans leur maison où l'on pouvait voir des garçons nus
Et au bout d'un moment, Gacy a dit enfin à sa femme qu'il préférait les garçons aux femmes et donc le divorce est prononcé le 2 mars 1976. Maintenant seul, il pouvait amener du coup quiconque à son domicile sans se dire qu'à tout moment sa femme pouvait arriver et malheureusement il enchaîna les crimes. Nous sommes maintenant le 6 avril 1976, moins d'un mois après son divorce. Il ramène chez lui Darrell Sampson, 18 ans, à qui il avait promis de lui offrir un emploi, mais même mode opératoire que les précédents, il finira sous le plancher de la salle à manger. Le 14 mai, Randall refait 15 ans et Samuel Sapleton, 14 ans, seront kills le même soir. Randall s'est fait torturer pendant des heures avant d'être étranglé. Puis, quelques heures après, Samuel, qui revenait de la maison de sa sœur vers 23h, qui croisera la route de Gacy, qui lui proposa de le ramener chez lui, et vous connaissez la suite. Le 22 mai, Gacy invitera un adolescent de 16 ans appelé Mike Rossi à venir boire de l'alcool et à fumer de la green, si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain matin, il lui montre également son fameux tour de magie avec les menottes et une fois les mains attachées, il l'a forcé à lui gloup aussi la banana, mais le laissera en vie. Ce dernier n'a pas porté plainte et est même revenu chez Gacy. Il obtiendra un poste dans l'entreprise de Gacy et sera menacé d'être viré s'il racontait quoi que ce soit sur ce qui s'était passé. Mike emménagera même d'ailleurs chez Gacy. Le 3 juin, Michael Bonin, 17 ans, est allé aider un ami, bon, spoil, l'ami c'est Gacy, et finira malheureusement sous la chambre d'amis. Le 13 juin, William Carroll, 16 ans. Le 5 août, James Atkinson, 16 ans, où son corps d'ailleurs sera identifié 41 ans plus tard, en 2017. Le 6 août, Rick Johnson, 17 ans. Le 21 août, David Cram, 18 ans, qui a lui aussi emménagé chez Gacy après que ce dernier lui ait proposé. Gacy maintenant habite avec Rossi et Cram. Le lendemain, Cram et Gacy ont bu un verre ensemble pour fêter le 19e anniversaire de Cram et Gacy lui sort aussi la carte du tour de magie de Pogo le clown. Donc une fois menotté, Cram essaie de se libérer et Gacy lui dit avec un sourire diabolique « Le truc c'est que tu dois avoir la clé ». Bon, imaginez avec son petit sourire diabolique. Seulement, Cram est fort et en plus il avait été à l'armée, donc il donnera direct un coup de pied dans le visage de Gacy qui, pouf, l'assomma. Cram réussit ensuite à prendre les clés, se libère et se réfugier dans la chambre. Gacy a tenté de lui expliquer en prétextant qu'il était ivre et qu'il voulait juste s'amuser avec lui. Mais bon, ça n'a pas pris. Durant le reste de l'année 1976, d'autres adolescents ont été victimes de Gacy, dont Kenneth Parker, Michael Morino, William Bundy, Francis Alexander, Gregory Godzik et 2 autres personnes non identifiées. En 1977, les victimes de Gacy ont été John Sick, dont il a volé la voiture, puis l'a vendue à Mike Rossi pour 300 $. D'ailleurs, Mike, il a été arrêté par la police car il avait tenté de quitter une station-service sans payer. La police, du coup, l'avait interrogé par rapport à la voiture et il leur a dit que la personne avec qui il vivait pouvait tout expliquer. Et que du coup, Gacy dira que c'est John Sick qui lui avait vendu la voiture car il avait besoin d'argent pour quitter la ville. Mais bon, la police n'a pas cherché plus loin, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. En 77, il y a eu également John Prestige, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Moery, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Bowling, David Talsma et un autre non identifié. En avril de cette année, Mike Rossi quittera la maison de Gacy. Donc Gacy se retrouve à présent de nouveau seul. En 78, Gacy avait rencontré Rosalynn Carter, qui est l'épouse du président des États-Unis, Jimmy Carter, quand il était au pouvoir à ce moment-là. Ils ont été photographiés ensemble, se serrant la main. Gacy d'ailleurs accrochera cette photo dans son bureau et il l'a considérée comme son précieux, comme Gollum avec l'anneau. C'est pour vous imager un peu la chose. D'ailleurs, en parlant d'imager, ça me rappelle que Gacy, il avait comparé son père à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais quand on y pense, Gacy répond également à cette comparaison, car du coup, la journée, c'est Pogo le clown, donc le Jekyll, et le soir, c'est un criminel, donc Hyde. En 1978, Gacy se fera arrêter par la police car en décembre 1977, il avait reçu des services intimes rémunérés par Robert Donnelly, un adolescent de 19 ans, enfin pour moi c'est encore adolescent quand t'as 19 ans, mais lors de cette soirée, Gacy l'avait menotté et avait à plusieurs reprises étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il lui avait même mis la tête sous l'eau, l'avait purple, l'avait frappé avec des chaînes, il lui avait même uriné dessus. Il avait également joué
avec lui à la roulette russe et tous ces événements ont duré durant 8 longues heures. Mais contrairement à ses autres victimes, Gacy l'a laissé en vie même si il l'avait supplié de le kill, justement tellement il souffrait et que d'ailleurs Gacy avait dit « je m'y mets », mais finalement il l'a, on va dire, largué sur un trottoir. La défense de Gacy face aux accusations de Donnelly était que la relation était, comme d'hab, consentie et qu'il voulait sûrement le faire chanter afin de salir sa réputation en tant qu'homme d'affaires, en mode Gacy a une relation intime avec un TDS, pour pas dire l'autre mot du coup. Et devinez quoi, la police l'a cru encore une fois. En fait, il faut savoir que Gacy réussissait facilement à manipuler n'importe qui et vraiment à retourner les situations. Malheureusement, ça ne l'a pas arrêté pour autant, il continuera de commettre des crimes. Il y a eu William Kindred qui a été la dernière victime enterrée sous le vide sanitaire de sa maison, parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus vraiment de place. Ensuite, il y a eu Jeffrey Ringall qui du coup, pour celui-ci, il avait utilisé du chloroforme pour l'amener jusqu'à sa maison et lui faire subir ce que vous savez. Par contre, il l'a laissé en vie, mais il était gravement blessé. Gacy l'a largué sous une statue du Lincoln Park à Chicago. Ce dernier, du coup, il a réussi à se rendre jusqu'à l'appartement de sa petite amie, qui l'emmena directement à l'hôpital. Il a passé 6 jours là-bas et bon, je vous épargne les blessures physiques qu'il a eues parce que vraiment c'est voilà quoi. Mais une fois sorti de l'hôpital, du coup, il ira porter plainte. Mais malheureusement, il n'a pas pu fournir beaucoup de détails sur la localisation de son agresseur. Mais Ringall était très déterminé à trouver son agresseur et donc il est resté des semaines près d'une autoroute dans l'espoir du coup de revoir la voiture de son agresseur. Et un jour, il va enfin voir l'automobile noire de Gacy. Alors, je ne connaissais pas cette voiture, mais du coup, voilà à quoi ressemble, quoi. Il l'a suivi jusque chez lui, et c'est là qu'il a vu que la maison appartenait à John Wayne Gacy, donc il portera plainte contre lui. Malheureusement, comme à chaque fois, l'enquête n'ira pas plus loin car la police n'avait pas assez de preuves pour l'inculper. Ensuite, il y a eu Timothy O'Rourke, Frank Landingin, James Mazara et Robert Pist, qui d'ailleurs seront les dernières victimes de Gacy et dont les corps seront enterrés dans la rivière des Plaines. Oui, parce que je vous rappelle, il n'y a plus de place dans le vide sanitaire. Nous allons parler plus en détail de ce qui est arrivé à Robert Pist. Donc, le 11 décembre 1978, Gacy s'est rendu à la pharmacie Nisson des Plaines pour parler avec le propriétaire d'une éventuelle rénovation. Gacy fait donc la rencontre de Robert Pist, un adolescent de 15 ans qui travaillait à temps partiel à la pharmacie. Gacy dit à Robert qu'il emploie souvent des adolescents de son âge avec un salaire de 5 $ par heure, qui à ce moment-là est le double de ce que gagne Robert. Donc il dit à sa collègue qu'il va discuter dehors avec un entrepreneur au sujet d'un petit boulot. Et malheureusement, ce sera la dernière fois qu'il sera vu en vie. Sa mère s'est rendue à l'intérieur de la pharmacie pour récupérer son fils, mais une fois à l'intérieur de la pharmacie, elle demande à la collègue de son fils, du coup, où est Robert, et sa collègue lui répond qu'il est en train de discuter avec un entrepreneur dehors. Mais sa mère ne l'a pas vu à l'extérieur. Donc elle repart, et lors de la fermeture, la mère de Robert appelle la pharmacie pour savoir si son fils est en fin de retour, mais toujours pas. Ce soir-là, la famille Pist devait fêter l'anniversaire de la mère de Robert et lui-même, donc Robert, n'aurait jamais manqué ça car il est très proche de sa famille d'après ce qu'ont rapporté ses collègues, etc. Il en parlait très souvent. Après que la famille Pist, donc la dernière victime de Gacy, le lieutenant Joseph Kozenzak, j'arrive pas à le dire, prend l'affaire au sérieux car il savait que Robert n'aurait jamais fugué. Il sait que la personne qui a parlé à Robert était John Wayne Gacy, puisque du coup à la base je vous rappelle qu'il s'est entretenu avec le propriétaire de la pharmacie. Il a donc vérifié ses antécédents criminels et a découvert qu'il avait été incarcéré dans l'Iowa en 1968 et avait été suspecté dans beaucoup d'autres affaires. D'ailleurs, ça l'avait même surpris qu'il soit toujours en liberté. Bon, vu que j'arrive pas à dire son nom, on va simplement dire le lieutenant. Donc le lieutenant a rendu visite à Gacy à son domicile, mais bien sûr, Gacy a fait genre de ne rien savoir. Je sais pas qui est Robert, je ne l'ai jamais vu, blablabla. Sauf que le lieutenant, lui, il est pas dupe, il sait que le suspect est en train de lui mentir, car les personnes qui travaillent avec lui à la pharmacie, donc avec Robert, savaient que tous les deux s'étaient entretenus dehors. Il a donc demandé à Gacy de se rendre au poste de police pour être interrogé. Mais Gacy a prétexté de ne pas pouvoir tout de suite s'y rendre,
car il y a eu un décès récent dans sa famille et qu'il attend du coup plusieurs appels téléphoniques importants. À ce moment-là, le corps de Robert Pist était caché au grenier. Il s'est enfin rendu à la police vers 3h30 du matin en étant couvert de boue et en expliquant que sa voiture était restée coincée, blablabla, mais le lieutenant n'était même plus là. On apprendra plus tard que si Gacy était arrivé si tard à la police et couvert de boue, c'est parce qu'en fait il en avait profité pour jeter le corps de Robert Pist, qui était caché du coup au grenier quand le lieutenant était venu lui rendre visite, par-dessus le pont Kankakee, et qu'en allant du coup ensuite au poste de police, il a dérapé sur la route qui était glacée et sa voiture s'est retrouvée dans le fossé boueux. Voilà. Gacy est revenu du coup le lendemain, soit le 13 décembre 1978, mais a encore une fois nié le fait de connaître Robert. Sauf que le lieutenant lui explique qu'il ne peut pas ne pas le connaître puisque des témoins l'avaient vu avec l'adolescent. Donc du coup, il n'avait plus le choix et il a dit « Oh oui, ce Robert !» Oui, ce Robert. Gacy a essayé de se faire passer pour quelqu'un de bien et d'important en mode « Non mais moi je suis un homme d'affaires, j'ai des amis haut placés, je me déguise en clown pour les enfants dans les hôpitaux, blablabla. » Bon, ça c'est lorsqu'il est Jekyll, mais lorsqu'il est Hyde, c'est une autre histoire. Le lieutenant n'est pas réceptif à ce que dit Gacy et obtient un mandat pour perquisitionner sa maison. À l'intérieur, la maison était propre. Il y avait des images de clowns peintes par Gacy un peu partout sur les murs, mais ils ont également vu sur le tapis des taches de sang, donc des éclaboussures de sang. Ils ont aussi trouvé une boîte à bijoux contenant 2 permis de conduire appartenant à 2 jeunes hommes, plusieurs bagues dont une avec les initiales JAS, donc pour John Alan Zink, qui pour rappel était celui à qui Gacy a volé la voiture et l'a ensuite vendue à Rossi. Ils ont aussi trouvé de la green, si vous captez, avec du papier à rouler, des films intimes hétéros et homo, un morceau de couverture taché de sang, un pistolet, des badges de policiers, etc., etc. Des tests vont être ensuite effectués sur les preuves retrouvées à son domicile, mais bien sûr les résultats du coup ils tombent pas tout de suite. La police en informe Gacy quand même qu'ils ont saisi des objets dans sa maison. Il a tout de suite pris peur et contacté son avocat. Malheureusement, sans les résultats encore, ils ont dû relâcher Gacy, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas placé sous surveillance. Gacy essayait de paraître forcément bien devant les policiers qui surveillaient sa maison, en les invitant par exemple à prendre le café chez lui, sauf que lorsque les policiers sont entrés chez lui, ils ont senti du coup l'odeur des corps, parce que forcément ils savent reconnaître un petit peu cette odeur. Même je pense que nous on doit savoir reconnaître cette odeur, mais bon. Mais cette odeur du coup elle n'avait pas été détectée lorsque les agents du coup étaient venus perquisitionner sa maison, car il faisait très froid et que l'odeur était forcément moins détectable. Enfin après ça c'est eux qui le disent, pas moi je suis pas une experte. Les résultats tombent enfin et en effet la bague retrouvée avec les initiales JAS appartiennent bien à John Alan Zink, et également une télévision qui se trouvait chez Gacy appartenait aussi à cette victime. Dans le coffre de la voiture de Gacy a été retrouvé des cheveux qui, après analyse, appartenaient à Robert Pist. Ils ont également découvert que plusieurs adolescents qui travaillaient pour Gacy avait disparu. Gacy sera arrêté par la police le 21 décembre, mais pas pour ce que l'on pense, mais pour possession de substances illicites, car lorsqu'il était sous surveillance, il a été surpris en train de fournir de la green à un garçon dans son garage. C'est là que les policiers en ont profité pour perquisitionner une nouvelle fois la maison, mais plus en profondeur cette fois, et tomberont sur les ossements des corps enterrés dans le vide sanitaire de Gacy. D'ailleurs, Gacy il avait également répandu de la chaux et de l'acide chlorhydrique sur les corps pour justement éviter trop d'odeur, pour éliminer un maximum d'odeur. Ils ont également retrouvé le corps du coup de la victime qui était enterré dans son garage et dans d'autres pièces aussi de la maison. Au total, 26 corps seront découverts enterrés sous la maison de Gacy et dans son garage. Et plus tard, les policiers ont retrouvé les corps se trouvant à la rivière des Plaines. Au total, 33 corps ont été retrouvés, dont quelques-uns n'ont malheureusement jamais pu être identifiés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous rappelle quand même qu'à la base, Gacy avait pris 10 ans de prison dans l'Iowa en novembre 68. Et du coup, à ce moment-là, on est en décembre 78, donc techniquement, ça devrait faire seulement 1 mois qu'il serait sorti de prison. Mais au final, il a été libéré 8 ans plus tôt et a kill 33 personnes. Le procès de John Wayne Gacy débute le 6 février 1980 devant le tribunal de Cook à Chicago. L'enquête avait permis de déterminer que les actions de Gacy avaient été préméditées. Les psychiatres qui avaient évalué Gacy ont déclaré qu'il n'éprouvait aucun remords
et qu'il avait toujours une justification en mode légitime défense. Plusieurs victimes survivantes de Gacy sont venues témoigner à son procès et tous rapportaient la même histoire, donc avec le fameux tour de magie de Pogo le clown avec les menottes. Il y avait également ces deux anciens colocataires qui sont venus témoigner, donc Mike Rossi et David Cram, et ont déclaré que Gacy leur avait même fait creuser des trous dans le vide sanitaire et que Gacy avait prétexté que c'était pour installer des tuyaux. Jeffrey Ringall a également témoigné, donc rappelez-vous, c'est celui qui avait fini à l'hôpital pour une durée de 6 jours. Il a expliqué du coup lors du procès tout ce que Gacy lui avait fait subir. Et il s'est mis carrément à vomir et à s'effondrer en larmes tellement que ça l'avait travaillé. Mais durant son témoignage, Gacy n'a montré aucune émotion. La famille et les amis de Gacy sont également venus témoigner. Il y a sa mère qui a évoqué du coup la maltraitance de son père envers Gacy. Ses amis ont dit que Gacy était quelqu'un de souriant, de bon et de généreux. Il y a eu des psychiatres aussi qui sont venus et qui ont dit que Gacy était schizophrène et souffrait d'un trouble de la personnalité multiple, d'autres qu'il avait une absence totale d'émotion lorsqu'il parlait de ses actes, d'autres qu'il était narcissique et d'autres, etc. Mais en tout cas, tous se rejoignaient sur un point, c'est qu'il était sain d'esprit. Après 5 semaines de procédure judiciaire et 2 heures de délibération, le jury a estimé que John Wayne Gacy n'était pas mentalement fou, qu'il est coupable de tous les chefs d'accusation et le 13 mars 1980, il est condamné à mort. Comment je l'ai dit ? Pardon. Gacy aimait l'attention puisqu'il s'était vanté auprès d'un journaliste, donc quelques heures avant son exécution, que plus de 30 livres avaient été écrits sur lui, 2 séries ont été diffusées sur lui, un film, une pièce de théâtre, 5 chansons et plus de 5000 articles. Dans le couloir de la mort, Gacy s'est remarié en 1986 avec une femme qui faisait partie des nombreuses femmes qui lui écrivaient des lettres et qui venaient lui rendre visite en prison. Toujours dans le couloir de la mort, il passait son temps à peindre des portraits de clowns. D'ailleurs, il se fera surnommer du coup plus tard comme le clown tueur et killer clown en English. C'est le jour de l'exécution de Gacy et comme vous devez le savoir, les condamnés à mort ont le droit à un dernier repas. Et devinez ce que Gacy a demandé comme dernier repas? Un bon gros KFC. Le 10 mai 1994, à minuit 58 précisément, Gacy est déclaré décédé après avoir été exécuté par injection létale. À savoir, une partie de son cerveau a été prélevée et a été conservée par Helen Morrison, qui a été témoin du coup de la défense au procès de Gacy, dans le but d'isoler des traits de personnalité communs entre les sociopathes violents. Son corps sera incinéré. En ce qui concerne les toiles de clown que Gacy avait peint, elles ont été vendues aux enchères pour 20 000 $, ce qui a provoqué l'indignation et des autorités et des victimes. Bon, après, l'acheteur, quelques temps après les avoir achetés, il les a brûlés. Donc bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il y a peut-être certains détails que vous ne connaissez pas et que vous avez appris dans cette vidéo. Il y a également des interviews que vous pouvez retrouver donc sur YouTube par exemple, où c'est la sœur de Gacy, du coup Karen, qui a parlé de son frère. Moi, je vous mets le lien en tout cas des livres qui m'ont permis d'écrire cette vidéo avec les autres liens dans la description. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça fait que 2 vidéos que je fais ça. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont également en description. Likez, abonnez-vous, enfin, vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Et c'est surtout qu'en fait, ça encourage à continuer, tu vois. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 19 h pour une nouvelle affaire criminelle sur le thème d'Halloween. Ciao!